Bonjour, donc on est censé commencer là dans les 30 secondes. A priori, il n'y a plus grand monde qui rentre. Je remarque que c'est comme en fac, le premier rang a l'air de faire peur. Euh, Déjà, je voudrais savoir au début qui a déjà entendu parler de déploiement continu. Ça va, c'est la première fois, la dernière fois que j'ai fait cette conférence, il y avait une seule personne dans la salle qui en avait entendu parler. C'était il y a 2 mois. Qui a déjà mis en place cette méthodologie? D'accord. Donc une personne. Voilà. Vous êtes. Bon, plutôt que je vous poserai la question à la fin. Alors, petite présentation des partenaires. Je vous propose qu'on commence tout de suite, comme l'heure est arrivée. Je démarre mon chrono. Je vous invite à mettre vos portables en mode vibreur, etc., etc. Pour ceux qui l'auraient remis de manière sonore à la pause. Alors, tout d'abord, le déploiement continu, qu'est-ce que c'est? Dans les projets informatiques, dans les projets informatiques, depuis que j'en fais en tout cas, le déploiement, j'ai quasiment systématiquement vu ça comme une phase à part du projet. C'est-à-dire qu'il y avait le projet de développement qui arrivait, là je ne parle pas de l'époque des méthodes agiles, hein, le projet de développement qui arrivait après le recueil des spécifications, etc. Et souvent, une fois qu'on avait terminé le développement, on mettait le produit développé à disposition des utilisateurs. Donc le déploiement, c'était vraiment le moment où on livrait la valeur qu'on avait créée aux utilisateurs. C'était très fréquemment un projet à part entière, c'est-à-dire que c'est là qu'on s'apercevait d'un certain nombre de problèmes qu'on avait ou pas anticipés, mais en tout cas c'était ce moment-là qui était celui où il survenait. Je ne parle pas des bugs que les utilisateurs nous signalaient bien après, qui arrivent toujours dans un projet informatique, hein, mais vraiment c'était le moment où on avait un petit peu l'impression qu'on maîtrisait le moins au final la livraison de valeur. Euh, Globalement, on en est arrivé. Alors, le déploiement continu, c'est quelque chose d'assez récent. Il y a eu des exemples, notamment aux États-Unis, dans le mouvement des Lean Startup, qui date maintenant d'il y a quelques années, puisque IMVU, je crois qu'ils ont lancé ça en 2000, sûr en 2009, mais je crois qu'ils ont lancé ça même avant. Le déploiement continu, le déploiement continu, c'est simplement changer cette manière de travailler, de dire, OK, même si on est aujourd'hui à l'Agile Tour, donc les gens comprennent quand on parle de sprint, quand on parle de temps de développement court ou de livraison de fonctionnalités par exemple toutes les 2 semaines, c'est simplement se dire, OK, plutôt que séparer séparer tous les projets de développement logiciel en plusieurs phases qui sont spécification, développement, analyse qualité et ensuite livraison, c'est simplement de se dire, le développeur arrive le matin, et c'est un véritable pipeline qui est ouvert devant lui. À partir du moment où il a réalisé la toute petite tâche qu'il était censé faire, qu'il a pioché dans le système de tickets, qu'il a choisi comme il veut, il fait son commit. Donc ça, là, on parle de système de gestion de version, mais en gros, il dit, OK, cette partie du code, je l'ai faite, je l'ai terminée, je l'envoie. C'est envoyé au serveur qui gère l'ensemble des sources, ce qu'on appelle le push. Il y a toute la batterie des tests unitaires qui est effectuée sur ce code. Si jamais il y a un seul test qui échoue, on refuse le déploiement et on reste sur la version actuelle. Si la mise à jour fonctionne, si l'ensemble des tests passent, on passe à la phase de déploiement, c'est-à-dire qu'on met à jour l'ensemble des serveurs en production. Donc là, je parle d'application SaaS, puisque c'est le domaine dans lequel j'interviens. On met directement à jour l'ensemble des serveurs en production. Et ensuite, surtout, on ne se dit pas que ça s'arrête là et que les tests ont largement suffi à faire en sorte que ça marche. On monitore, on surveille. C'est-à-dire que si on s'aperçoit, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs clés, que par exemple la charge des serveurs explose alors qu'il n'y a aucune raison, on revient en arrière. Si on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de pages qui sont accédées régulièrement et que d'un coup plus personne n'y accède, potentiellement il y a un problème, on revient en arrière. En gros, on ne prend aucun risque et on construit petit à petit, progressivement, avec souvent des erreurs, la liste des indicateurs qui vont nous servir à valider que le code qu'on a mis en production fonctionne. Éventuellement, bien sûr, comme il y a toujours des cas qu'on ne peut pas prévoir, il y a la possibilité pour un administrateur ou pour une personne autorisée à revenir au dernier code qui fonctionnait. On dit en un clic, simplement dire que ça doit être très facile et très rapide. Alors les objectifs de la conférence, c'est un format très court, hein. L'objectif, c'était tout d'abord de dire c'est possible. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé du déploiement continu jusque maintenant, c'est plutôt accueilli par du scepticisme et par le fait qu'effectivement, on a un petit peu peur de mettre ce que vient de faire un développeur qui a peut-être passé une soirée difficile la veille, etc., directement en production, et ça me semble assez raisonnable comme inquiétude. Donc c'est possible.
C'est pas seulement possible, c'est profitable. C'est-à-dire que on ne le fait pas seulement parce qu'on peut le faire, on le fait parce qu'effectivement, il y a de nombreux avantages et des bénéfices secondaires à faire ça. L'AGMI, ça existe déjà. L'Arrache, je ne sais pas, je pense que tout le monde connaît. C'était la première méthode de gestion de projet que j'avais utilisée. J'ai démarré l'informatique à 19 ans dans les startups à l'époque et effectivement, on codait le soir, la nuit, et c'était souvent fait à l'arrache. À chaque fois qu'on a essayé de mettre en place une méthode de gestion de projet, on a commencé avec une belle méthode, on a terminé à l'arrache. Et même dans les méthodes agiles, c'est quelque chose qui peut être assez efficace. C'est-à-dire qu'on commence avec un scrub qui marche bien. Quand on s'aperçoit qu'on a tout cassé, que personne ne suit exactement la méthodologie, qu'on rajoute toujours des tickets pendant le sprint, on arrive très vite à fonctionner comme ça. Donc à l'arrache, comment on faisait? On avait une dizaine de serveurs en production. Le boss nous appelait le soir parce qu'il y avait un bug qu'on avait vu il y a 3 semaines, mais comme personne ne l'avait noté, on avait bien oublié. Et là, d'un coup, le bug l'angoisse. Donc forcément, il faut qu'on revienne de là où on était. On arrive au bureau et on patchait directement les serveurs en production. Donc on a fait ça pendant quelques années. Ça n'a pas empêché la boîte d'être vendue. Ça a amené beaucoup de choses, comme par exemple le bug qui est patché sur 8 serveurs au lieu de 10. Donc là, je vous laisse imaginer à quel point c'est difficile de trouver pourquoi est-ce que ça marche une fois sur 10. Donc voilà, le déploiement continu, ça existe déjà, on pouvait déjà le faire à cette époque. C'est peut-être pas tout à fait le genre de choses que je vais essayer de vous vendre aujourd'hui à un Agile Tour. Depuis, on a un petit peu amélioré les processus qualité. Alors, pourquoi déjà songer au déploiement continu? Là, j'ai mis les fausses raisons. Dans les fausses raisons, on peut dire qu'elles sont quand même bonnes, mais ce n'est pas celles qu'on cite généralement en premier. Est-ce que mon débit est trop rapide? Je préfère demander parce que j'ai l'habitude qu'on me le reproche. Alors, bon, ça va. Personne n'a l'air de réagir négativement. La première des raisons, c'est plus lean. Alors, c'est vrai, c'est à la mode en ce moment. Le déploiement continu, ça permet beaucoup de choses au niveau de la valeur ajoutée. Ça, j'y viendrai après. Pourquoi pas? Ça ne me semble pas être la première motivation. Pour moi, c'est celle qui m'a poussé à mettre en place cette méthode. Mais bon. Après l'intégration continue, on fait quoi? Si vous avez une équipe de gens qui est chargée de la qualité, qui ont réussi à faire en sorte que toutes vos équipes d'ingénieurs mettent en place et respectent un outil d'intégration continue avec une suite, une batterie de tests unitaires qui fonctionne systématiquement, c'est génial, c'est déjà bien. S'ils commencent à s'ennuyer, je vous propose de leur donner ce nouveau défi. Voilà. C'est le domaine le plus automatisable. Le déploiement. Alors là, encore une fois, on ne parle pas des logiciels qui sont embarqués sur poste, on parle surtout des logiciels sur serveur. Le déploiement, c'est effectivement un domaine, une opération qui est généralement laborieuse. Par contre, c'est quelque chose qui est, en règle générale, quasi systématiquement très automatisable. C'est-à-dire que ça demande un petit peu de temps, on verra après, mais une fois qu'on a bien cerné l'ensemble des choses à mettre en place, entre le faire par un admin 6 qui tape les opérations dans une console et qui vérifie que tout se passe bien et faire ça de manière automatique, il y a au final peu de différence. Et la preuve, c'est que ça marche relativement bien. Ça pousse même à la rationalisation. Enfin, les deux derniers points, ça impressionne les investisseurs, soit, si c'est un de vos besoins, pourquoi pas. Je n'aime pas mes admin 6, ça par contre, c'est la vraie fausse raison, puisque de toute manière, vous en aurez besoin. Donc je vous propose plutôt là un stage de communication non violente ou d'autres choses à voir. Les bonnes raisons. La première bonne raison qui est le plus souvent citée en ce moment dans le mouvement Lean Startup aux États-Unis, c'est même souvent la seule raison citée, c'est que ça permet de se focaliser sur la valeur ajoutée. Alors là, j'ai préféré faire une aparté parce que je pense, c'est peut-être la raison qui apparaît la plus délicate quand j'expose, et pourtant c'est celle qui, après usage, me paraît la plus pertinente. J'ai mis une slide. Alors, la référence a sauté, ça c'est vraiment dommage, parce que j'ai mis cette slide uniquement pour vous inciter à aller lire le PowerPoint dont elle est issue. Donc là, je ferai un correctif sur le comment dire, les slides seront mises en ligne, je ferai un correctif pour m'assurer que la référence est bien remise. Donc ça vient d'un PowerPoint sur les déploiements continus et sur les Lean Startup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà vu, celui-là. Non, il est vraiment très bien fait, il est beaucoup plus complet, ça demanderait un temps bien plus long pour exposer un petit peu toutes les idées qu'il y a dedans. Mais quand on parle de valeur ajoutée, l'idée maîtresse qui est exposée là, c'est de se dire, il y a deux valeurs ajoutées. Il y a la valeur ajoutée pour les clients, le produit qu'on apporte, sa valeur, le fondement de sa valeur, et il y a la valeur ajoutée pour la start-up, pour la société. Et pour la start-up, on peut voir bien sûr beaucoup de valeur ajoutée, ça amène des clients, etc. Mais il y a une chose qui est très importante, qui est fondamentale, c'est comprendre son marché.
il estime dans ce PowerPoint et même dans le mouvement Les Startups, on estime que plus une société avance dans la compréhension de son marché, dans la compréhension de ses besoins clients, plus elle va être à même de mieux proposer. Enfin, en gros, c'est ça la valeur ajoutée pour la société. Et cette valeur ajoutée, on la trouve à deux endroits quand on est dans un cycle de développement logiciel. Tout d'abord, quand on en a à la rédaction du cahier des charges, à la rédaction de ce qu'on veut faire, là, il y a une phase de discussion, il y a une phase de réflexion, et effectivement, il y a un apprentissage qui est fait. Ce n'est pas l'apprentissage le plus fort parce qu'on reste dans les hypothèses, mais de toute manière, il faut bien partir de quelque part et c'est de là qu'on démarre. Ensuite, pendant le développement et le contrôle qualité, là, il y a très peu d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand un développeur s'aperçoit que quelque chose ne va pas, c'est un petit peu comme si vous faites de l'architecture et qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit bah, là, il y a un problème, on a une pièce où il n'y a aucune porte. Voilà. C'est un petit peu ce que je vois le plus souvent quand on développe, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une fonction qui a l'air intéressante, mais au final qui correspond à rien par rapport à la structure de données ou qui est accessible par aucun menu, des choses comme ça. C'est un peu caricatural, mais c'est souvent l'apprentissage que l'on a dans ces phases-là, il est souvent assez réduit. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la release. Donc là, on met le code à disposition des utilisateurs. Alors ça peut être dans un bêta, hein, souvent quand on fait des cycles courts, toutes les 2 semaines, on a des utilisateurs qui testent toutes les 2 semaines, et là, on a des vraies informations. On a des gens qui disent, mais en fait, c'est absolument pas naturel, ou ça, c'est génial, il faudrait plus, etc. Et c'est ici, en fait, que la majeure partie de la valeur ajoutée pour l'entreprise arrive. Et ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on se dit, OK, on est en déploiement continu, il y a une autre chose à mettre en place, c'est donc la collaboration avec les utilisateurs. On est en déploiement continu, on collabore avec les utilisateurs. Ce retour ici, vous pouvez l'avoir très vite. Donc vous pouvez bien plus vite améliorer au final le produit que vous apportez à vos utilisateurs, éventuellement votre business model, éventuellement tout ce qui va faire la proposition de valeur de votre société. Ah. Pas de souci. Je contrôle le temps. Voilà. Donc voilà, c'est pour le premier point, permet de se focaliser sur la valeur ajoutée. J'en parle pas plus parce que je souhaite qu'on reste à 20 minutes de conférence pour pouvoir faire des questions après. Le deuxième point, c'est la responsabilisation forte des équipes. Ça, c'est un bénéfice vraiment secondaire, mais pour le coup, il est vraiment réel. C'est-à-dire que vous avez plusieurs manières de responsabiliser votre équipe. Je suis sûr qu'il y a énormément de listes très intéressants décrits là-dessus. Mais dire à quelqu'un, bon bah voilà, dès que tu fais un push, ça va se retrouver sur la production, tout le monde va utiliser ton travail, et si ça plante, ça peut être catastrophique, surtout si ça passe les tests unitaires, etc. Je pense que c'est un petit peu plus responsabilisant. Je sais pas, j'assimilerais ça un petit peu plus à l'action immédiate qu'on peut avoir en chirurgie ou dans d'autres domaines. Quand on doit plier soi-même son parachute, on a tendance, je pense, à être un peu attentionné. Enfin, j'espère. L'histoire nous montre qu'on peut ne pas l'être parfois, mais la responsabilisation forte des équipes, ça c'est quelque chose que j'ai constaté. Et en plus, ça amène aussi toutes les petites victoires. Quand on fait quelque chose et que le jour même c'est en ligne et que le jour même on a la satisfaction de voir son travail en ligne, c'est vrai que ça donne un côté agréable au fait de faire du travail bien fait. La diminution des coûts directs du déploiement. Bon, ça je l'ai mis, c'est vrai que c'est un point dont on peut discuter parce que la mise en place du déploiement continu lui-même, c'est quelque chose qui a un coût. C'est long, il y a des risques. Voilà. Mais effectivement, à partir du moment où le déploiement est automatique, on peut tout à fait légitimement dire qu'il coûte plus grand-chose par rapport à un projet de déploiement de 2 semaines avec 10 personnes qui vont faire ça les nuits pour pas qu'il y ait trop d'interruptions. La détection précoce d'erreurs. Alors là, je pense qu'un Agile Tour, je ne devrais pas avoir à trop vous convaincre de ça. Mais effectivement, j'ai souvent eu l'impression par le passé, quand on me parlait d'un bug qui aurait été programmé il y a quelques mois, qu'on me demandait si, quand j'avais mangé des spaghettis il y a 6 mois et demi, j'avais pris du parmesan ou je les avais plutôt salés avec du sel normal. Et ça donnait des discussions un petit peu difficiles parce qu'on demande de se rappeler de quelque chose qui est vraiment fin et qui était il y a vraiment longtemps. Et donc, il faut se replonger. Et plus le bug est découvert rapidement après, on va dire, son ajout dans le code, plus au final, il est facile et moins il est coûteux à régler. C'est une théorie, il y en a qui peuvent être chers, mais globalement, plus on découvre vite les bugs, plus c'est facile de les régler, et donc plus on se focalise finalement sur la création de valeur et sur l'acquisition en fait, de valeur pour le logiciel, plutôt que sur la mise au point régulière. La diminution des efforts parallèles, ça je pense qu'il y en a encore qui doivent fonctionner comme ça. Dans le domaine du logiciel installé sur poste, je ne vois pas encore comment faire autrement, mais effectivement, vous avez régulièrement une version de maintenance
où on a la version en fait, que tous les gens ont actuellement, une version de maintenance où on corrige les bugs, etc. La prochaine version, et éventuellement même des fois une version, on va dire, un peu plus prospective, où on travaille carrément sur une refonte générale de quelque chose, et on maintient souvent deux, voire j'ai même fréquemment vu trois ou quatre versions simultanées parce qu'on fait des tests. Ça permet... alors, on peut toujours avoir une version un petit peu de côté pour faire des tests vraiment profonds qu'on ne souhaite pas faire entrer dans le cadre du déploiement continu, mais ça permet quand même d'avoir une seule version qu'on développe et qu'on améliore progressivement au jour le jour. Et ensuite, la tranquillité d'esprit, ça c'est le point le plus important pour moi. Alors c'est un peu, j'ai pas présenté ce que je faisais, hein, je voulais rentrer dans le vif du sujet. La tranquillité d'esprit, c'est simplement se dire que les gens qui ont mis des tests unitaires complets ont déjà pu remarquer ça souvent. Simplement dire qu'on a un espèce de filet de sécurité qui fait que quand on rentre chez toi, soit le soir, quand on met quelque chose en production, on n'a pas une angoisse permanente, on n'a pas des questions à se poser, la volonté de faire des tests régulièrement. On a tout ça qui est fait automatiquement. Et au final, ça ajoute vraiment quelque chose, pas seulement comment dire, pour soi, pour sa tranquillité d'esprit, mais dans la collaboration, dans la gestion des équipes, dans le travail au jour le jour, c'est vraiment plus agréable. Typiquement les urgences, les nuits blanches, toutes les soirées qu'on passe parce qu'on découvre quelque chose en dernière minute qu'on doit faire. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, hein, mais ça m'est pas arrivé depuis plus d'1 an pour l'instant, depuis qu'on a mis ça en place. Et chez nous, dans le projet où j'ai mis ça en place, je ne peux pas du tout dire qu'on soit encore au point sur le déploiement continu. Alors comment faire? La première chose à faire, c'est déjà décider, est-ce que c'est pour vous? Parce que le déploiement continu, au final, ça s'adresse majoritairement aux logiciels qui vont être déployés de façon centralisée. Si vous avez un logiciel sur poste, ce n'est pas intéressant. Dans l'un des projets que je dirige, on fait du calcul scientifique pour le génie mécanique. Donc typiquement, on travaille pour l'aéronautique. Là, c'est un domaine où il est simplement hors de question de mettre à jour le code. Les clients qu'on a travaillent pour le nucléaire et l'aérospatial. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur livre un code, ils le testent pendant plusieurs années, et ensuite ils l'utilisent. Il a des défauts, ils les connaissent. Le dernier code, donc le nôtre n'est pas encore agréé, hein, le dernier code qui fonctionne typiquement dans l'aéronautique, qui est certifié aujourd'hui, date de 2005. Leur métier à eux, c'est la réduction du risque à outrance, et donc ils préfèrent avoir des erreurs qu'ils connaissent plutôt que quelque chose qu'on leur mette à jour régulièrement et dont ils ne connaissent pas les caractéristiques. Et vous avez peut-être d'autres secteurs dans lesquels c'est la même chose. Je ne peux pas parler pour vous, mais je pense que le secteur bancaire, qui est pourtant demande des livraisons rapides, doit être aussi un petit peu frileux sur certaines choses. Donc déjà, la première, là je vois des désaccords, d'accord. On pourra en parler après. Bon, en tout cas, l'aéronautique et le nucléaire sont un peu frileux. Hein. Et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Sinon, je prendrais moins l'avion, je pense. Comment faire ensuite? La base de tout, c'est déjà un système de gestion des sources. Puisque j'ai déjà parlé des déploiements continus avec des gens qui n'en étaient pas là, c'est-à-dire qu'ils avaient entendu parler de SVN, ils étaient déjà plus à CVS, mais ils n'avaient encore pas mis en place ces choses-là. Je pense qu'ici, tout le monde a... Enfin, peut-être pas. Je ne veux pas demander si quelqu'un a pas ça, je ne veux pas que l'opprobre public s'empare de lui. Mais la première partie, c'est effectivement la gestion des sources. Et ensuite, le point le plus handicapant pour mettre en place ces projets, en règle générale, c'est les tests. Si vous voulez mettre en place un projet de déploiement continu, ce n'est pas envisageable de le faire si vous n'avez pas une couverture complète, on va dire, du code. Si vous avez, par exemple, une suite de tests avec un tiers des tests qui ne passent pas. Et ça, c'est impressionnant, le nombre d'entreprises ou d'équipes où je vois des tests qui ne passent pas en totalité. Hein. D'ailleurs, je l'ai même fait allègrement il y a quelques années quand j'ai découvert les tests unitaires. Voilà. Ça, c'est vraiment la première barrière. Une suite de tests qui passe en totalité et qui couvre au maximum à la fois les fonctionnalités et les erreurs potentielles. Et surtout qui est mise à jour. Quand on découvre un bug, on met en place le test, enfin le fameux TDD, hein, développement dirigé par les tests. Voilà, ça, c'est vraiment la première barrière. Ensuite, la seconde barrière, c'est de considérer qu'un logiciel déployé, ce n'est pas juste le soft, c'est un écosystème complet, avec un environnement, des données, le code, ça c'est ce dont on vient de parler, et les configurations. L'environnement, c'est simplement toutes les machines qui marchent. Elles ont certainement une configuration particulière. Il vous faut très probablement un serveur de mail pour pouvoir envoyer des mails, etc. Aujourd'hui, typiquement, si des gens utilisent le cloud Amazon, par exemple, on retrouve un petit peu ça dans le fait de se dire il faut qu'on puisse démarrer une machine en quelques minutes. Et cette machine, il faut qu'elle vienne avec tout un environnement qui soit prêt pour que mon soft puisse fonctionner. On est dans la même logique de se dire, voilà,
Si on veut faire du déploiement continu, il faut qu'on ait tout rationalisé. Comme ça, si un jour on rajoute une machine, ok, on sait qu'on n'a pas à réfléchir, c'est comme ça. Si on veut revenir à une version du logiciel, mais que cette version nécessitait que, je ne sais pas, il y ait une configuration Apache par exemple, qui soit plus exactement la même, il faut vraiment prendre ça en compte. Sinon, c'est un petit peu une annonce de mort du projet de déploiement continu à la première difficulté qui relève d'autre chose que du code. Voilà. Les données. Alors ça, je pense que ça paraît évident, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on fait évoluer le code, on peut tout à fait faire évoluer le schéma de données. La migration d'un schéma de données, je fais du Ruby on Rails. Il y a des gens parmi vous qui font du Rails ou une seule personne? Waouh. Condoléances pour les autres, deux. Voilà, la migration, donc ça, ce sont des choses qui sont assez implantées justement dans les frameworks Ruby on Rails. Je crois aussi maintenant dans beaucoup plus de frameworks. La migration, c'est un petit peu toute cette manière de se dire, il faut qu'on puisse passer d'un modèle de base de données à l'autre, modifier ses fichiers, etc. Et surtout, qu'on puisse revenir en arrière sans aucune perte de données. Parce que là, on ne travaille pas avec des données qui sont celles des développeurs, mais on travaille vraiment avec l'ensemble de la base de données des utilisateurs. Donc s'il y a une erreur, qu'on doit revenir en arrière et qu'au passage, on a perdu, je ne sais pas, par exemple, tous les emails des utilisateurs, ça risque de porter un coup sévère à la pertinence du déploiement continu, voire à la pertinence de votre entreprise tout court. On y est presque. Alors, ensuite, concevoir des rollbacks efficaces, c'est exactement la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire la capacité à revenir en arrière au niveau des données sans perte de données. En bref, le déploiement continu, c'est ni plus ni moins pour moi, enfin c'est un peu plus, mais j'essaie de le vendre, alors je vais dire plutôt que c'est moins, que de l'intégration continue avec des bons rollbacks, avec une bonne méthode pour revenir en arrière. Alors, pour le faire, là je vais accélérer comme on en est à 20 minutes, pour le faire, tout d'abord une règle simple, c'est n'espérez pas faire automatiquement quelque chose que vous avez du mal à faire manuellement. Donc ce qu'il faut, c'est commencer simplement, progressivement, avec les personnes qui sont chargées de mettre ça en place. Vous commencez progressivement et progressivement, on identifie les étapes dans lesquelles on a le plus confiance, qui deviennent de plus en plus répétitives, et on les automatise. Et celles qui sont vraiment difficiles, qu'on a du mal à automatiser, là, c'est différent. On ne les automatise pas, par contre, on y réfléchit, parce qu'elles ne vont pas devenir simples si on n'y réfléchit pas. Donc vraiment, la première étape, c'est ça. C'est d'identifier toutes les étapes automatisables, de le faire, de réfléchir aux autres. La seconde étape, c'est vraiment le rollback des données. J'ai un peu insisté là-dessus. Dans toutes les activités, enfin dans tous les projets que j'ai vus, pour moi, ça a vraiment été le point critique. Peut-être parce que ma parano fait que c'est ça qui m'embête le plus, mais la conception du rollback des données sur les 3/4 des migrations, c'est quelque chose de simple. Des fois, vous avez des choses qui sont un petit peu plus complexes, et là, il ne faut vraiment pas hésiter à rester avec vos développeurs. En gros, il faut que personne fasse un push si on n'est pas sûr que ça marche totalement. La construction de la surveillance de la production, donc ça, il y a déjà beaucoup d'outils. C'est vraiment la partie, essayer de voir qu'il y a des indicateurs. Ça, on les met en place progressivement. Vous n'attendez pas à avoir, dès le premier jour, des indicateurs qui vont vous assurer que tout votre logiciel fonctionne. Et ensuite, c'est la partie gestion de risque. Je ne vais pas ici vous dire que le déploiement continu, ça arrive, que ça règle tout sans aucun risque. Bien sûr que si on met en place un système qui fait que le dernier bout de code qui vient d'être fait ce matin est sur la production, quelque part, on introduit un risque. On introduit un risque qui est plus fort, c'est que si vous avez des équipes de tests de qualité, etc., effectivement, il y a une barrière qui saute, qui est la barrière humaine, qui sont finalement les seuls gens qui vont utiliser le logiciel, pas comme le ferait un ordinateur, qu'on a codé pour faire des tests répétitifs. Cette barrière, elle saute. Donc il faut savoir comment agir. C'est là où on dit on fait un rollback. On revient systématiquement à la version qui marche et on réfléchit. Et progressivement, encore une fois, on systématise la réaction à un problème. Si vous regardez les domaines qui sont les plus surveillés dans le monde au niveau de la sécurité et de la fiabilité, typiquement n'importe quel accident aérien, même mineur avec un avion de tourisme, il y a une enquête du BEA, il y a des choses comme ça. Alors je ne vous dis pas de faire ça dans votre société, c'est beaucoup trop laborieux, mais il y a cette idée de systématiser quand on a un problème. Ok, on s'arrête, on arrête un petit peu les chaînes, ce que faisait Toyota, on arrête les chaînes, on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut mieux le faire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et des problèmes, rassurez-vous, si vous mettez ça en place, il y en aura. Vous aurez l'occasion d'essayer la systématisation. Et la dernière chose, c'est impliquer les utilisateurs. IMVU fait quelque chose que je trouve assez malin, enfin que j'aime bien, c'est qu'ils mettent en place, quand ils déploient, ils mettent ça en place sur 10% à peu près des serveurs. Ce qui fait qu'ils ont une partie des utilisateurs qui voient le nouveau code, et l'autre partie qui reste sur le dernier code dit fiable.
cette partie des utilisateurs peuvent toujours prévenir, toujours signaler, que ce soit sur un bouton, que ce soit, enfin, de la manière dont vous voulez, qu'il y a un problème. Si on détecte que quelque chose se passe mal, les utilisateurs qui sont prévenus, à qui on demande, sont en règle générale très enclins à signaler n'importe quel souci. Et ça, c'est un vrai feedback qui vous apportera, je pense, beaucoup. Ensuite, voilà, pour conclure, des exemples. Pour essayer un déploiement continu, c'est un exemple que j'ai mis, auquel je crois peu, je ne l'ai pas essayé, mais enfin si, je l'ai essayé pour en faire la démonstration, mais au final, il n'y a pas vraiment de test unitaire qu'on peut mettre en place sur un site web. Par contre, vous pouvez mettre en place tout un workflow qui dit qu'à partir du moment où vous avez fait un push, ça va mettre immédiatement les serveurs en production, enfin le site web en production, pour une visibilité par tous les clients, etc. Ça, on l'a essayé nous aussi dans simplement faire en sorte que tous nos sites web, quand on faisait un push, étaient mis en production sur un autre serveur. Ça envoyait un mail directement aux gens qui étaient chargés de faire simplement la relecture. Simplement, on commence à automatiser des choses simples et progressivement, on prend confiance et progressivement, on peut aller vers un vrai projet. Si vous faites du Ruby on Rails, là, il y a énormément d'outils. Et là, il y a vraiment une culture du domaine qui fait ça. Alors, je sais que c'est aussi le cas pour d'autres frameworks MVC comme Django, ou je sais que dans le domaine du Java, il y a ça, mais c'est des domaines que je maîtrise beaucoup moins. Donc, je suis moins à même d'en parler. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'ai essayé de ne pas trop vous saturer d'informations, mais si vous avez des questions, je suis disponible et on peut en discuter. Oui. S'il y a une équipe qui travaille ensemble sur un projet, donc où par exemple en Scrum, où les user stories sont découpées en tâches, et chaque tâche n'est pas forcément une valeur business ajoutée et ne peut pas marcher tout seul, comment ces équipes-là font le commit sans que ça parte directement en production? Ok. Alors, déjà, oula, c'est beaucoup plus fort. Est-ce qu'on peut le baisser? Non? Bon, d'accord. Déjà, effectivement, une chose qu'on remarque, c'est que très souvent, quand on arrive à faire du déploiement continu, on quitte un petit peu le phénomène des sprints, on quitte un petit peu cette méthode de gestion d'un projet en sprint, parce que simplement, on arrive à des tâches qui sont vraiment des petites tâches, qui sont du 15-25 lignes de code, et à partir du moment où c'est mis en place le soir même sur la production, c'est un petit peu bizarre de dire pendant ces 2 semaines, on va faire ça, puis ensuite on livre. Parce que de toute manière, ça va être livré tout au long. Donc il y a une tendance naturelle qui fait qu'on quitte un petit peu le côté sprint et le côté effectivement cloisonnement en boîte de temps de 2 semaines. Maintenant, pour la vraie question qui est de se dire, OK, il y a des morceaux de code qui n'apportent rien et qu'on n'a pas forcément envie de mettre en déploiement. Alors là, il y a 2 choses. Tout d'abord, il y a la partie, il y a un petit peu la manière qu'on a de changer de travailler quand on fait du déploiement continu. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à faire du code qui, même s'il n'a aucune valeur business ou aucune valeur ajoutée, voire rien de visible, on fait en sorte déjà qu'il ne perturbe pas le fonctionnement. On le met en place et progressivement on essaie de construire sans altérer. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur le second projet que je dirige. C'est en fait ce qui devient un peu naturel parce qu'on se dit c'est un peu dommage de mettre en place un processus de déploiement continu et d'avoir 15 branches dans le Git pour toutes les prochaines versions, enfin toutes les prochaines tâches vraiment business qui nécessitent un petit peu de refonte qu'on veut faire. Là, on en perd tout l'avantage. Par contre, effectivement, à un moment, quand il y a des choses un petit peu profondes ou qu'on veut faire des tests, ben on utilise ce système-là. On utilise le fait de mettre une branche, on met un bout de code à l'écart, et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on isole, sur lequel on a encore la possibilité de faire l'ensemble des tests unitaires, de mettre en place toutes ces choses-là, tout ce qu'on a vu. Mais pour le coup, mais ça c'est vraiment quand on a une inquiétude vis-à-vis de ce code ou qu'on veut tester quelque chose sans être sûr de l'accepter. Pour le coup, vraiment, l'idée, c'est de se dire, on sépare dans quelques rares cas les déploiements à long terme des déploiements immédiats à court terme. Et la majeure partie du travail, elle doit se faire sur des petits commits, sur des petits bouts de code et sur vraiment des toutes petites choses. J'ai répondu. D'accord. Personne d'autre si, voilà, une question. Une petite question bien pourrie, c'est comment je peux faire pour faire le développement continu quand j'ai juste 20 minutes par semaine pour avoir accès au serveur en intégration? Alors ça, je ne sais pas, puisque la situation s'est jamais posée pour moi. Maintenant, c'est que mes équipes, on a à peu près 20 minutes par semaine où on peut transmettre le code pour l'intégrer dans le mainframe. D'accord.
Alors, c'est pas une question pourrie, c'est un petit casse-tête à résoudre comme ça en 2 minutes. J'aurais tendance à dire, moi quand je mets en place un projet comme ça, j'ai tendance à dire une chose, c'est faites ce qu'il faut pour que ça marche. Ça me paraît logique. Si on peut pas... Ça, c'est pas drôle, parce que c'est ce que je dis déjà à mes clients. D'accord. Non, mais c'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête parce que vous pouvez pas, déjà, si un push, ça prend 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez 20 minutes toute la semaine ou si c'est des créneaux spécifiques, mais déjà... Des créneaux spécifiques du style, le midi 2, tu t'envoies le truc, et donc il y a quelqu'un qui bloque. Clairement, j'aurais tendance à dire que si vous avez un créneau par semaine, vous ne faites pas du déploiement continu, vous faites du déploiement toutes les semaines. Si vous en avez un par jour, à la limite, on peut rentrer dans un... Flickr, il déploie 3 fois par jour. Voilà, Flickr, ils ont du monde, enfin, voilà, mais ils ont un peu rationalisé ça. C'est pas en continu tout le temps, simplement parce qu'une batterie de test unitaire, ça peut prendre plusieurs heures, qu'ils ont une vingtaine de serveurs qui font ça en parallèle. Par contre, si effectivement vous avez un créneau par jour, vous pouvez faire ça. Mais après, il y a une autre question, c'est OK, si ça marche pas, que vous devez faire un rollback, est-ce que 2 heures après, quand vous voyez qu'il y a un problème, est-ce que vous avez encore l'accès pour pouvoir dire attention, ça marche pas et ça n'a pas été détecté? Non, nous, on nous envoie la liste de ce qu'il faut retester. Oui, alors dans ce cas, j'aurais tendance à revenir au premier point du décider si c'est pour vous. Faire du déploiement continu, il y a une part de risque. Si clairement on ne peut pas réagir au risque, ça me semble être un petit peu dangereux de partir dans un projet comme ça où c'est prendre une voiture qui est super maniable, etc. Mais on a le droit d'appuyer sur le frein une fois toutes les 10 minutes. La pirouette qu'on a faite, c'est qu'on fait au niveau de l'équipe, des équipes, on fait du déploiement continu à notre niveau, on est en post-prod. Et après, on envoie, on fait pas du push, on propose aux sysadmins qui fassent du pull et qui vont prendre le paquet. D'accord. Donc en gros, vous faites du déploiement continu vers une équipe de qualité? Non, les sysadmins sont en nearshore, donc ils sont à 2 pâtés de maison. C'est une grosse administration, donc ils n'acceptent pas tout. D'accord. Et en plus, c'est un environnement différent à un autre. Rock'n'roll. Moi, j'aurais tendance à dire, à entendre ça, qu'il y a quand même quelques risques à se lancer dans un projet de déploiement continu dans ces situations-là. Enfin, c'est un objectif. Voilà. Bon, après, de toute manière, je pense que Eric Rice, quand il parlait du déploiement continu, tout le monde lui a dit que c'était infaisable, que c'était beaucoup trop risqué, etc. Il l'a fait. Si vous avez une success story à nous raconter, je serais content de l'entendre. Si vous avez une fail, quelque chose à faire à la fail conf aussi, je serais intéressé de l'entendre. Mais c'est effectivement un contexte qui semble délicat. Tous les éléments ne semblent pas réunis pour pouvoir faire du déploiement continu au sens où je l'ai expliqué ici. Après, il y a d'autres, comme tout dans les méthodologies, après il y a des choses à adapter, des choses à voir. Bonnes idées. Merci. Ouais, merci. Pour les expériences que vous avez eues, les tests fonctionnels étaient automatisés aussi ou tout? Alors, ça dépend ce que vous appelez les tests fonctionnels. En Rails, oui, parce que là, il y a un point de vocabulaire. En Rails, les tests fonctionnels, c'est le test de la couche contrôleur. Ça ne me dit pas grand-chose. Voilà. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'effectivement, on automatise tous les tests et on utilisait un outil qui s'appelle Cucumber, qui teste carrément des trajets, enfin, qui pilote, on pilote avec ça, puis d'autres outils, un navigateur web qui va tester des trajets au sein de l'application et tester que effectivement ça ne plante pas, qu'il y a bien des choses qui se trouvent sur l'écran. Un certain nombre de tests qui ne sont pas le fait d'un utilisateur humain. Donc si par exemple vous avez un problème de présentation, vous avez une personne chargée du design qui fait que, je ne sais pas, par exemple le site d'un coup fait 15 pixels de large, on ne voit plus rien, ça risque de ne pas le découvrir. Bon, par contre là on ne s'attend pas à ce que quelqu'un fasse ce genre d'erreur quand même, on se couvre d'autres manières, mais effectivement on fait ce que j'appelle des chemins utilisateurs. On fait en Behavior Driven Development, on spécifie qu'est-ce que va faire l'utilisateur et qu'est-ce qu'on attend nous. Et ça, on a des outils pour le faire, que ce soit Selenium par exemple, que ce soit Cucumber, WebRat. Je sais que ça, c'est des outils qui existent aussi pour tout ce qui est Java ou autre, puisque c'est simplement piloter le navigateur, donc c'est pas vraiment piloter la couche logicielle. Et ça, effectivement, ça nous apporte ce type de sécurité, de se dire tout le cahier de recettes qu'on donne à un utilisateur, là, on l'a automatisé. D'accord, mais la conception de ces tests-là, c'est fait par l'utilisateur en amont du développement. Alors ça justement, là il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est que si on est en BDD, on va travailler en amont, on va dire, il faut toujours un ingénieur parce que spécifier des tests sans quelqu'un qui connaît le logiciel, c'est un beau rêve auquel j'aimerais croire encore, mais je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait réaliste. Par contre, effectivement, on peut les spécifier en amont.
Et ensuite, le travail dans le BDD, le travail, c'est simplement de faire passer ces tests. Ça, c'est la théorie. En pratique, au final, ça marche assez bien. Et en pratique, je le conseille de plus en plus parce que pour l'avoir essayé, c'est une méthode de travail qui change vraiment la manière de réfléchir à son code, la manière de réfléchir à son travail, mais qui au final permet d'aller beaucoup plus vite, d'aller vraiment vers ce qui est la valeur ajoutée et qui donne un filet de sécurité encore une fois. Donc oui, on fait ça, on peut spécifier avec les utilisateurs. Ensuite, on peut en discuter. Quand on est en agile, on est censé entre guillemets discuter en permanence avec les utilisateurs. On peut en discuter pour soit changer un cas, soit simplement l'améliorer ou en rajouter. Et quand on a un bug, si c'est un bug qui est vraiment côté logiciel, côté modèle, etc., c'est du test unitaire. Si c'est un bug qui est de se dire, bon, ça va pas du tout, quand on clique sur telle page, une fois sur 4, on a une erreur quelle qu'elle soit, 505, je sais pas, une erreur interne, etc. Là, avec ça, on fait le chemin utilisateur, et si on s'aperçoit que le site il plante une fois sur 5, j'hésite pas à faire une boucle qui dit 20 fois tu vas faire ça. Si une seule fois il y a l'erreur, on le note et on revient. On revient en arrière, on revient à ça tant que c'est pas réglé. Et ça, on peut le faire. C'est même au début, alors à mettre en place, ça peut paraître un peu laborieux au début. Je trouve que c'est finalement beaucoup moins laborieux et beaucoup plus utilisable, on va dire, que faire des tests par des utilisateurs ou par une équipe de qualité. C'est plus long au début, mais effectivement, après, c'est vraiment un confort génial parce que faire un test, un chemin utilisateur vous-même, en règle générale, il y a un moment où vous vous fatiguez quand vous le faites une fois. Même une fois par jour, il y a des choses que vous ratez régulièrement. Là, vous me mettez au chômage, quoi. Désolé. Oui, alors il y a une question tout au fond. Je ne sais pas si on peut passer le micro. Oui, c'est juste parce qu'on m'a dit que pour être enregistré, il fallait parler dans le micro. Moi, je préfère sans, mais... Oui, bonjour. Ce que je voulais poser comme question, c'est qu'est-ce que vous conseillez en termes de couverture de test toujours quand on a affaire avec du code legacy qui est not designed for test. Donc ça, c'est même un test unitaire. Et justement, puisqu'il n'y a pas de couverture de test, rien que mettre un plug Cucumber, ça peut créer des régressions. Donc qu'est-ce que vous conseillez comme bonne pratique? Alors ça, là pour le coup, je vais vous faire une fausse réponse. Je dis souvent qu'il faut faire au cas par cas. J'ai essayé il y a quelques années, je travaillais dans la cryptographie, et un projet que j'avais moi-même écrit 2 ans avant, qu'on avait essayé de reprendre, à une époque où les tests unitaires étaient quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Et quand on a essayé de mettre en place les tests unitaires, on s'est aperçu de quelque chose de très clair. C'est qu'un code qui est écrit en test-driven development, il est écrit pour être testé. Donc il est écrit que par des petits morceaux. Chaque petit morceau est testable. C'est un code qui est beaucoup moins couplé, qui au final se révèle être un code lui-même de meilleure qualité. Et quand vous avez un code qui a été écrit avec la fonctionnalité en tête, ça arrive quand même assez souvent d'avoir des morceaux de code qui, même si on sait que théoriquement c'est pas bien, c'est comme ça qu'on travaille. On a une idée, on suit son idée, et on fait au final un bout de code qui lui-même est très difficile à tester parce qu'il va falloir... il va remplir 150 cas différents qu'il va falloir tester, Donc au final, on se retrouve à devoir modifier le code existant simplement pour pouvoir le tester. Et ça, c'est pas toujours possible. Et alors après, si rajouter Cucumber, ça provoque une régression. Pour moi, Cucumber, c'est vraiment quelque chose d'extérieur au code. Ça doit rester extérieur. L'environnement de test, alors en Rails, il est interne, ça c'est génial quelque part, mais c'est fait comme ça dès le début. Si ça provoque une régression, là je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire, il faut que je vois le problème. Mais effectivement, c'était un exemple. D'accord. La première chose qu'on peut faire, c'est ça. C'est des tests de trajet utilisateur, des choses comme ça. Mais il ne faut pas minimiser le fait que mettre en place une batterie de tests sur du code existant, ça peut nécessiter, entre guillemets, un re-engineering du code, ça peut être très laborieux. C'est souvent profitable, mais il y a un coût. Je ne vous ai pas menti. Hein. Vous avez dit au début que Software as a Service, ça se prête assez bien pour des exemples comme ça. Maintenant, si vous avez une application qui est peut-être pas financière, mais quand même qui est fortement sollicitée en web service en permanence, donc ça voudrait dire, si vous voulez éviter les coupures du service à chaque fois que le serveur redémarre, de mettre en place du reconfiguration du load balancing, c'est assez laborieux. À mon expérience, c'est assez difficile d'automatiser ça. Vous avez une réponse pour ça? Alors, j'ai pas forcément de réponse là comme ça. Déjà, nous, on redémarre pas les serveurs, on relance rien. Quand on lance, on met à jour et on signale que ça a changé, on recharge entre guillemets l'application.
Sur, par exemple, une application Rails, on peut lui demander de se recharger. Et effectivement, la première personne qui fait une requête, elle a un temps de latence. Hein. Vous pouvez avoir 10, 15, 20 secondes. Si vous mettez tous vos serveurs à jour au même moment, vous avez entre guillemets un temps d'indisponibilité d'une quinzaine de secondes. Donc on essaie d'éviter ça. Je sais que là, pour le coup, Flickr, IMVU et autres, eux, ils y ont pensé, ils ont bien fait. Nous, on n'a pas encore ce besoin-là. Je peux rapidement expliquer ce qu'on fait. Hein. Nous, on fait du calcul mécanique, du calcul mécanique à la demande. C'est-à-dire qu'on a un cluster de calcul piloté par une application SaaS. Et donc, effectivement, notre partie web, elle est peu sollicitée parce que même en France, il y a un maximum de 1000 bureaux d'études qui font du calcul de génie mécanique. Par rapport ne serait-ce qu'à, enfin je parle même pas de Facebook, mais ne serait-ce qu'à un site d'info ou un blog, je sais pas, d'un blogueur célèbre, je pense qu'on a moins de trafic. Nous, là où on a l'intensité, c'est qu'on fait par exemple du rendu 3D fort qu'on envoie par le web. Et là où on se pose vraiment la question, c'est sur la partie calculateur. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut mettre ces parties-là qui ne sont pas critiques au niveau aéronautique et aérospatial, hein, si ces parties-là, on veut faire du déploiement continu, qu'est-ce qu'on fait en sachant que effectivement, dès qu'on perturbe le cluster de calcul, d'une part, c'est notre source de revenus qu'on risque de perturber, mais surtout, c'est quelque chose de vraiment complexe. On a de l'allocation de calcul temps réel, on fait du CPU, GPU, on arrive dans des choses où là, on se dit simplement qu'on va faire les choses lentement, qu'on va les essayer, qu'on va y aller progressivement. Et ça ne répond pas tout à fait à la question, hein, mais dans ce cas-là, effectivement, j'ai pas, moi, de méthode miracle. Je pense que dans ce cas-là, il faut simplement réfléchir, y aller lentement, prendre les avis. Ceux qui font du déploiement continu aux États-Unis sont assez prodigues en conseil. Donc on peut tout à fait leur poser des questions. À mon avis, il y a pas mal de gens qui sont prêts à répondre et qui ont déjà eu des soucis là-dessus. Voilà. Je ne sais pas dans combien de temps on est censé s'arrêter. Dans 5 minutes. Ok. Alors déjà, un petit feedback. Est-ce que pour ceux qui avaient déjà entendu parler du déploiement continu, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez vu plus de choses que ce que vous saviez déjà? C'est un petit peu délicat de poser la question à 100 personnes en même temps. On ne s'attend pas à ce que tout le monde réponde. Bon, alors pour ceux qui n'en avaient jamais entendu parler, est-ce que c'est quelque chose, enfin là pour le coup vous pouvez lever la main, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que, si j'ai pas atteint mon objectif, est-ce qu'il y en a qui pensent que ça reste quelque chose d'impossible? Je préfère poser comme ça la question, comme les gens ont peur de lever la main, ça me donne une belle impression de succès. Voilà. Bon, s'il y a d'autres questions, je suis à l'écoute. Ouais. Oui. Déjà, ça suppose deux choses. Ça suppose d'avoir tout ce qui est... donc la question pour l'enregistrement, c'est qu'est-ce que ça suppose le déploiement continu en termes de monitoring? Il faut avoir une belle ceinture de sécurité, donc qu'est-ce qu'on met en place? La première chose, c'est déjà, c'est bien d'avoir quelqu'un du métier qui a de l'expérience en la matière. Parce que mine de rien, le monitoring, c'est quand même quelque chose de complexe, où il faut avoir eu beaucoup de problèmes, beaucoup de pannes. Ensuite, effectivement, il y a tout ce qui est mettre en place un système de surveillance du réseau, que ce soit Nagios, que ce soit des choses comme ça. Et il va aussi falloir avoir des gens qui sont prêts à mettre les mains dans le cambouis pour développer des outils entre guillemets de monitoring dédiés. Typiquement, si vous avez, je sais pas, un site de e-commerce qui vous fait, vous avez je sais pas, minimum une centaine de commandes par heure, il faut que vous puissiez envoyer à chaque commande au monitoring un petit tick qui va dire ok, là on a une commande. Si le monitoring détecte qu'après du déploiement, vous passez de 100 commandes par heure à 0 commandes par heure, on peut légitimement justifier penser qu'il y a un problème. Et ces choses-là, le problème, c'est que vous n'allez pas y penser tout de suite. Ça va être construit progressivement, et donc il faut vraiment des gens qui sont, souvent ça peut être les mêmes que les développeurs hein, d'ailleurs, qui sont à la fois conscients quand ils développent, qui doivent aussi développer la partie sécurité de fonctionnement de l'application. Et c'est un petit peu aussi ce que je disais tout à l'heure dans la responsabilisation des équipes, c'est-à-dire que le monitoring, c'est plus quelque chose qui est le fait exclusivement des admin 6. Enfin, il y avait un moment, on parlait pas mal de DevOps, c'était un petit peu se dire que les développeurs devaient plus être complètement séparés des opérateurs, des admin 6, etc. Mais effectivement, le monitoring, ce que ça suppose, c'est d'une part que vous ayez quelque chose en place qui soit robuste, qui soit évolutif, et que tout le monde y pense. Que vraiment tout le monde soit impliqué dans le fait de se dire ok, il faut que ce que je viens de faire là, il faut qu'on puisse vérifier que ça marche sur le long terme. Est-ce que là, je peux faire quelque chose pour ça? Est-ce que j'ai répondu à la question?
C'est un oui qui veut dire non. Alors, alors peut-être deux aspects complémentaires sur le monitoring. Un, est-ce que ça nécessite des astreintes de la part des équipes de développement? Et un autre point, c'est, vous parlez beaucoup de charges, de choses comme ça. Effectivement, s'il n'y a plus de commandes, c'est qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi des aspects fonctionnels? Est-ce que, par exemple, sur une base de données, il faut avoir des audits qui vérifient la cohérence des données après le déploiement pour détecter des bugs de niveau fonctionnel qui ne soient pas aussi radicaux que l'absence de commande? D'accord. Les exemples radicaux, c'est simplement parce que ce sont les exemples qui marchent le mieux. Hein. Ça fera plus les gens. Effectivement, alors au niveau des astreintes, là je dirais ça dépend plus de votre business. Nous, on a peu de gens qui utilisent notre système la nuit, donc on n'a pas vraiment besoin de le faire. Ensuite, nous, vraiment, ce qui se passe, c'est que s'il y a un problème, on revient en arrière. Voilà. S'il y a un problème, on revient en arrière. On ne se pose aucune question. On ne va pas prendre le moindre risque. S'il y a un problème, on revient en arrière. Donc si le problème il survient, je ne sais pas, à 3 heures du matin et qu'on vient de faire la fête et qu'on est tous couchés, ou pas encore, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'être là. Maintenant, effectivement, on n'a pas un business. Je veux dire, on a besoin de ça. Si c'était le cas et qu'on nous demandait qu'effectivement à 3 heures du mat, quand on met quelque chose, ça soit en place, il faudrait des astreintes, mais l'astreinte, dans ce cas-là, elle sert à quoi? Tout est tellement automatisé que la seule chose qu'aurait à faire cette personne, c'est de dire elle-même, attention, il y a un problème, on revient en arrière. Elle ne va pas régler le problème, enfin ce qu'a fait un autre développeur dans la journée, etc., mettre en place un outil de monitoring, parce que ça, typiquement, régler dans l'urgence, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, hein, on l'a fait pendant des années, ça marchait bien, mais ce n'est pas tout à fait le genre de procédure qu'on a envie de mettre en place dans un environnement dont on veut contrôler la qualité. Ensuite, au niveau, la deuxième partie de la question, pardon, j'ai oublié en répondant à la première. Oui, déjà, typiquement, voilà, le contrôle cohérence dans une base de données. Là, je vais dire quelque chose qui est très théorique, mais théoriquement, il ne faudrait pas qu'un problème de cohérence puisse survenir. Dans les bases de données, c'est un petit peu ce qu'on dit depuis des années, ça doit être une forteresse, il doit y avoir des contrôles partout en amont. Il faudrait presque réussir à mettre ça en place. La base de données, c'est vraiment le cœur pour nous de quelque chose de très important, donc il faut qu'on réussisse à protéger ça en amont. Maintenant, effectivement, il y a des moments où dans d'autres domaines, vous pouvez faire des contrôles. Mais là, il faut réfléchir qu'en être humain, il y a énormément de choses qu'on n'est pas capable d'anticiper. Simplement, on n'est pas capable d'anticiper la totalité des cas disponibles. Donc, il y a des choses que vous pouvez, mais d'ailleurs que ce soit du déploiement continu, du déploiement régulier, hein, il y a des choses que vous mettrez en place dont vous ne vous apercevrez pas qu'elles ne marchent pas jusqu'au moment où ce soit les utilisateurs qui vous le disent. Donc, essayez, là je sais que je ne réponds pas à côté, mais je réponds vraiment plus généralement en disant, essayez de se dire, on va mettre en place dans le monitoring quelque chose qui permet de tout nous dire. La réalité, elle est un petit peu loin de ça. C'est pour ça qu'on essaie de construire progressivement des indicateurs qui, eux, sont suffisamment pertinents pour nous dire, là, il y a quelque chose d'important qui se passe mal. Voilà. Si je n'ai pas répondu, on pourra en reparler après. Mais comme là, on arrive en bout du temps limite. Bon, écoutez, merci de votre présence et de votre écoute. Je suis disponible.